Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Moi, je m'appelle John Cooper. Je suis le responsable de l'équipe des consultants et des ingénieurs ici à Cloudreach Paris. Donc, ce soir, je suis accompagné de mes collègues. Nicolas Fournier, qui va nous parler d'Alexa, Jawad Seder, qui va nous parler de iMy Factory, c'est ça, iMy, et Damien Arregui, de Solutions Architect chez AWS, qui va nous parler des best practices autour de sécurité et garde d'outils, si je ne me trompe pas. Donc, avant de commencer, non, c'est l'autre sens. Voilà. Je voudrais juste vous faire un petit aperçu, vous donner un petit aperçu de Cloudreach et qui nous sommes et pourquoi on fait le cloud. Donc, Cloudreach est une société qui a été fondée il y a 10 ans dans un pub à Londres par deux passionnés du cloud. Chez nous, on ne voit pas le cloud simplement comme quelque chose de nouveau, scalable et moins cher. Pour nous, le cloud, c'est une vraie révolution qui permet à tout le monde d'accéder aux mêmes infrastructures et technologies que les plus grandes entreprises. Et c'est grâce au cloud que l'innovation et la disruption peut venir de partout aujourd'hui. Donc, la meilleure façon de réussir aujourd'hui, c'est plus simplement de regarder les autres et voir ce qu'ils font, mais c'est de garder toujours un pas en avance. Cloudreach est une des seules entreprises en France qui est 100% cloud et on a vocation à rester. Donc, en aidant nos clients à accélérer leur adoption du cloud intelligemment, avec notre devise Brain Power over Manpower, c'est-à-dire que nous intervenons en petite équipe agile et experte avec nos outils qui sont développés soit en interne, soit best of breed, pour aider nos clients donc à accélérer leur adoption du cloud intelligemment. Alors, pour finir, je vais arrêter de parler de Cloudreach. On a 18 bureaux dans le monde, surtout en Amérique du Nord et en Europe. On est fiers d'avoir été acquis par Blackstone en février de 2017, une private equity fund qui a pour vocation de faire de Cloudreach le ultime acteur du service cloud et qui nous a permis d'accélérer notre développement à l'international tout en gardant notre indépendance. Le problème est que notre fondateur est toujours à la tête du groupe et que nos cloud values, si vous connaissez Cloudreach, vous connaîtrez nos cloud values, sont toujours aussi chers aujourd'hui qu'ils étaient au début. Voilà, donc Cloudreach a été né dans le cloud, on est 100% cloud, on est premier partenaire chez AWS, on a un statut équivalent chez Microsoft et Google, et on aime les certifications, on est à peu près 600 aujourd'hui chez Cloudreach, avec plus de 500 certifications, et donc 400 chez AWS. Bon, j'arrête. Maintenant, je vais passer la main à Damien, pardon, qui va vous parler de garde d'outils et les meilleures pratiques autour de la sécurité. C'est beaucoup plus intéressant que moi. T'as les slides dans le... Tu vas connecter. Oh. Ok. Parfait. Voilà. Merci. Bonjour à tous et merci au speaker qui devait passer en premier, qui m'a permis de passer en premier, ce qui me permet de passer à peu près à l'heure, donc c'est pas mal. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas beaucoup de temps, hein. On a une demi-heure d'après ce qu'on m'a dit. Je fais juste un tout petit sondage. Par
parmi les personnes qui sont là présentes, est-ce que tout le monde a déjà eu l'occasion de déployer des infrastructures sur AWS, de vraiment manipuler la plateforme? Plutôt. Qui a entendu parler du modèle de responsabilité partagée? Alors, au fond, c'est normal. Faut espérer. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de sécurité et un petit peu d'un des services de sécurité qui s'appelle GuardDuty. On n'a pas vraiment le temps pour faire vraiment ce que l'on appelle un deep dive là-dessus, mais on va quand même aller un peu plus loin et ne pas rester dans les généralités. Je vais quand même vous présenter un petit peu des bonnes pratiques et l'essentiel de la sécurité dans le cloud et comment la faire de manière optimale. Donc, ça c'est vraiment essentiel quand vous pensez sécurité, mais sécurité en général. Pourquoi on est en train de discuter de sécurité? Parce qu'il y a deux choses qu'on voit chez tous nos clients, et plus c'est des clients gros, plus c'est des clients entreprises, c'est ce dont je m'occupe essentiellement aujourd'hui, plus c'est vrai. Manque de visibilité sur les ressources, on ne sait pas ce qu'on sécurise. Voilà, le mythe du serveur sous le bureau du développeur, ce n'est pas qu'un mythe, ça arrive vraiment dans de très grandes entreprises que je ne citerai pas. Et ensuite, quand on arrive à peu près à avoir un périmètre des choses qu'on doit sécuriser, on n'arrive pas à automatiser. C'est quoi le problème? On parle beaucoup d'automatisation, etc. Pourquoi c'est si important? Les ressources expertes sont très rares. Les ressources expertes en sécurité sont encore plus rares. Et si vous prenez quelqu'un qui est un bon expert, vous avez réussi à l'emmener chez vous, dans votre entreprise, dans votre start-up, vous lui faites faire une activité qui est répétitive et qui est ennuyeuse une fois, deux fois, trois fois, il se trompe. Et plus il sera fort, plus il va se tromper. Et on remarque souvent que les failles, si on peut les appeler comme ça, de sécurité, arrivent une grande partie du temps par des erreurs de manip. Ça arrive aussi chez nous, donc mea culpa aussi. Hein. C'est pour ça qu'on pousse toujours de plus en plus l'automatisation de la plateforme et c'est ce qu'on essaye de donner aussi à nos clients à travers les services. Quand vous faites de la sécurité, traditionnellement, vous êtes perçu comme un bloqueur. Les équipes sécurité, qui sont souvent un peu mélangées avec les équipes réseau, sont toujours les équipes qui disent non. Vous voulez monter un projet, non, c'est pas possible, il faut ouvrir des ports sur le firewall, il faut vérifier que ce soit l'image compatible. C'est toujours, en général, non. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on propose avec un cloud comme AWS, qui est la possibilité d'aller très vite et de changer de direction. C'est ces deux composantes qui font l'agilité. Quand on parle d'agile, c'est d'aller vite et surtout de changer de direction. Donc, vraiment, si on en restait là, c'est pas du tout satisfaisant. Nous, ce qu'on essaye d'apporter comme valeur ajoutée avec la plateforme, c'est d'arriver à faire les deux. Et c'est toute cette mouvance que certains appellent le DevSecOps qui est rendu possible par le genre d'outils que je vais vous présenter. Donc, si déjà à ce stade, je vais vous résumer quel est le message de cette première partie sur la sécurité, c'est que vous serez plus sécurisé en allant dans le cloud. Ce n'est pas une question ou un challenge d'arriver à reproduire ce que vous avez aujourd'hui on-prem. Ça, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, les clients viennent dans une plateforme comme AWS pour être plus sécurisés. Donc, comment on arrive à faire ça? Comment vous arrivez à faire ça en partenariat avec CloudEdge, avec nous? Un premier point, c'est le fait de pouvoir hériter toute la sécurité que nous, on va mettre en place. Juste pour situer, certains d'entre vous connaissent, vous savez qu'on a plus d'1 million de clients dans le monde, nos plateformes sont sécurisées, sont multitenantes, on a des échelles vraiment énormes, les problèmes qui arrivent jamais, ils arriveront, la faille qui arrive jamais, elle va arriver chez nous, il faut qu'on puisse la contourner. Pour nous, une attaque DDoS, c'est le quotidien. On a eu un client français dans le bancaire qui nous demandait, on veut être prévenu à chaque fois que vous subissez une attaque DDoS. Alors, il a insisté, c'était pas dans la procédure, on leur a répondu, vous n'avez pas envie qu'on vous prévienne. Vous n'avez pas la bande passante pour juste gérer ça. Pour nous, la plupart des attaques DDoS, c'est rien, c'est un blip. Pour que vraiment ça se voit, il faut qu'on ait quelque chose d'un petit peu costaud. On a une surface, je ne sais plus, aujourd'hui à l'époque c'était plus de 500 000 adresses publiques, donc on est vraiment un target privilégié. Vous allez hériter de tout ce qu'on fait en termes d'ingénierie de sécurité et tout ce qu'on fait en termes de conformité, je vais y revenir. Passer à l'échelle, aujourd'hui c'est essentiel. On parle beaucoup de big data, la donnée, etc. Ça pose des problèmes de sécurité et de protection des données. Ce n'est pas une présentation aujourd'hui sur GDPR. Si vous voulez savoir plus de comment faire du GDPR chez nous, venez le 19 juin au Summit AWS. Je vais faire une présentation sur GDPR et sécurité dans le cloud. Mais en tout cas, il y a une problématique d'échelle et de protection des données à l'échelle. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent des services comme GuardDuty. Les standards de privacy et de sécurité des données sont les mêmes sur la plateforme, que ce soit pour vous, comme on dit souvent, pour vos photos de vacances ou pour la NASA.
ou pour la Société Générale, ou pour Schneider Electric, ou Decathlon, je cite que des références publiques, il y en a d'autres. Il n'y a pas une plateforme alpha, une plateforme bêta, et puis ça dépend de ma consommation. Nous, quand on certifie un service, on le certifie PCI DSS, c'est tout le service pour tout le monde. Donc ça vous permet vraiment, quelle que soit la taille de votre workload, de bénéficier de cette échelle et des investissements que nous on va faire. Je reviens pas spécialement sur l'automatisation et l'intégration, on va le voir un petit peu avec Guardioty, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous avez plein d'outils, mais il faut toujours avoir cette vieille image du SOC avec un opérateur qui va regarder des courbes, et c'est fini, ça c'est juste pour la partie marketing des sites. D'ailleurs, vous verrez pas ça dans notre site. Et puis aussi, et ça c'est très important, et c'est aussi pour ça que je suis là, on a le plus grand réseau, mais de loin, le plus grand écosystème, on a bien ce terme-là, de partenaires. Donc partenaires experts, mais aussi dans la sécurité ou dans le réseau, c'est très important, les partenaires techno. C'est-à-dire arriver à monter sa solution de sécurité, non seulement avec des services Amazon, mais avec des services de fournisseurs tiers. Ce sont peut-être des services que vous utilisez déjà, on va en voir quelques exemples rapidement. Donc, pour ce qui est donc cette partie héritage des investissements et des contrôles en sécurité, aujourd'hui c'est clairement le premier point d'investissement pour le cloud AWS. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait auditer très régulièrement pour pouvoir maintenir ces différentes certifications. On va pas les passer en détail, mais les 27018, par exemple, c'est la première certification qui est vraiment orientée protection des données dans le cloud. On a été, je pense, les premiers à l'avoir. PCI DSS, bon, pour ceux qui sont intéressés pour des workloads de type militaire, on est hyper aux États-Unis. Ce que ça veut dire, ça, c'est pas une question de vous mettre plein de certifications, c'est qu'on a des audits sur les contrôles de sécurité que nous on met en place. La manière dont on travaille, en fait, c'est même plus simple que ça. C'est-à-dire qu'on a un niveau de sécurité qui est supérieur à celui qui est réclamé ici, et donc on fait des matrices de mapping entre nos points de contrôle. Je ne sais plus quel est le chiffre public, je crois que c'est autour de 5000 contrôles de sécurité, et on les mappe sur les exigences des différentes sécurités. On se fait auditer très régulièrement pour peut-être tous les 6 mois pour certaines de ces certifications. D'ailleurs, pour certaines, il n'y a pas une notion de conformité à la date d'audit, c'est des conformités rétroactives. C'est-à-dire sur la période de 6 mois, s'il y a eu un moment où on n'était pas conforme, on n'est plus conforme, on perd la conformité. L'échelle, c'est juste voilà un petit graphe que nous a fourni très récemment, je pense, le marketing. Je le trouve assez joli, noir et blanc, c'est discret, donc je l'ai mis. C'est vraiment pour arriver à voir les choses à l'échelle. Moi, ce que j'imagine là derrière, c'est potentiellement votre infrastructure demain avec vos clients, des sites où vous avez du processing, des sites où vous avez des données, et ça circule comme ça. C'est avec cette complexité et cet aspect chaotique dans lequel on doit être capable d'aller zoomer, d'aller voir et de comprendre là où il y a des risques de sécurité. Vous vous doutez que sans outils, même avec une armée d'ingénieurs de sécurité, on n'y arrivera pas. Pour ce qui est de donc protection des données, puisque c'est un sujet quand même, juste quelques points à garder en tête. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Résidence des données, donc localisation des données en meilleur français. Vous connaissez tous les notions de région AWS, vous voyez ce que c'est? Voilà, c'est un ensemble, on va pas rentrer aujourd'hui dans le détail, c'est un ensemble de data centers colocalisés, pas trop loin les uns des autres, il y en a plusieurs, voire beaucoup, dans lesquels prennent corps les différents services. Donc on a ouvert en décembre, ça n'a échappé à personne, la région de Paris, on va ouvrir cette année à Stockholm et à d'autres endroits. Donc quand vous posez vos données sur une région, nous on ne le déplace pas. Que ce soit pour des besoins de monitoring, que ce soit pour des besoins de tolérance aux pannes, on ne va pas les déplacer. Donc ça vous permet de respecter cette première contrainte. On a certains workloads où on doit les localiser dans l'Union européenne. Très honnêtement, la localisation en France, si on s'en tient au règlement, c'est pas vraiment un besoin. Enfin, moi, les clients avec qui je travaille, ça n'a pas changé leur point de vue là-dessus. Ça améliore les latences, etc. Mais sur ce côté-là, non. Chiffrement, c'est vraiment clé. Aujourd'hui, j'ai pas le temps malheureusement de vous parler des services de chiffrement qui sont intégrés avec la plateforme. Je travaille beaucoup avec un de mes clients, gros client industriel européen là-dessus, sur donc comment chiffrer vos données. Et qui dit chiffrement, en fait, le chiffrement c'est pas la partie compliquée, c'est la gestion des clés. Donc la chaîne de confiance pour la gestion des clés. Et donc en bout de chaîne, est-ce que les clés maîtres en bout de chaîne, vous voulez les gérer vous-même ou vous voulez les faire gérer par Amazon? Ça peut vous rassurer de les gérer vous-même, c'est bien. Est-ce que vous avez confiance en votre aptitude à les opérer de manière fiable pour pas les perdre? Donc c'est une vraie question chez les clients. Là, ceux avec qui je travaille, ils ont plutôt tendance à nous laisser gérer les clés parce que
Ils ont l'intelligence de comprendre le risque qu'ils ont à gérer eux-mêmes leurs clés. On perd les clés, on perd les données. C'est pareil. C'est pas facile. Nous, on fait ça à l'échelle pour beaucoup de clients et on peut investir vraiment là-dessus. Ça vous permet évidemment d'être compliant avec GDPR qui se cache là derrière. Et donc ça c'est assez important. Là je vous présente des avantages à faire de la sécurité sur AWS, mais c'est vous qui construisez votre sécurité. C'est le fameux modèle de responsabilité partagée. Nous, sur les parties qu'on contrôle, les data centers, les hyperviseurs, l'isolation des flux, on est responsable, on est certifié. Vous construisez par-dessus. Quand vous construisez par-dessus, vous dessinez votre réseau virtuel. Vous contrôlez les accès, vous configurez vos sécurité groupes qui sont nos équivalents des firewalls. Vous avez tout le contrôle et donc toute la responsabilité. Rien ne vous empêche d'ouvrir les ports SSH de vos instances Linux à tout le monde. Voilà, rien ne vous empêche de le faire, vous avez le contrôle. Je vous parlais tout à l'heure de partenaires techno. Donc, je pense que pour ceux qui baignent un peu dans la sécurité, même pour les autres, vous allez voir un certain nombre de têtes connues là. Donc, tous ces vendeurs-là rendent leurs solutions disponibles sur AWS. Une des manières dont ils les rendent disponibles, c'est sous forme d'appliance virtuelle dans la marketplace. La marketplace AWS, c'est l'App Store pour le cloud, on va dire. Donc c'est exactement ça, ça vous permet de déployer en quelques clics un Cisco CSR 1000V qui est le routeur habituel de Cisco, des firewalls, des points de contrôle checkpoint. Je cite ceux avec qui j'ai interagi dans le cadre de mes clients, du Palo Alto si on en voit beaucoup. En tout cas, les catégories sécurité et réseau sont parmi les catégories les plus populaires dans notre marketplace. Ce qui est intéressant, c'est que ces vendeurs, à votre demande, à la demande des clients, ont été aussi amenés à s'adapter à cette vague du cloud et donc à proposer des modèles de facturation qui sont adaptés au cloud. Donc par exemple pour certains d'entre eux, ils ont commencé bien sûr avec que du BIOL, le Bring Your License, vous amenez votre licence, vous la payez à l'ancienne. Maintenant il y a beaucoup de licences à l'heure et il y a même de la licence qui fait plus de sens dans ce cadre-là, de la licence au trafic par exemple, au trafic filtré sécurisé. Donc voilà le genre de choses que vous allez trouver. Je vous laisse pas beaucoup de place pour les questions. L'idée c'était de laisser quelques minutes à la fin pour les questions. On va voir, si on y arrive, je vais essayer de m'arrêter avant la fin. Voilà pour les solutions de sécurité AWS. Donc, qu'est-ce que je veux dire par solution de sécurité? Je vous disais tout à l'heure, il y a un modèle de responsabilité partagée. Nous, on sécurise les couches basses à définir quand nous aurons plus le temps. On peut dire jusqu'à l'hyperviseur si vous utilisez des services de machines virtuelles, le C2. Et donc au-dessus, il ne faut pas croire non plus que vous êtes livré à vous-même. On fournit toute une série de services qui sont là en 5 piliers qui vous permettent de configurer, d'être plus efficace dans l'automatisation de votre sécurité. Alors il y a certaines choses qui vont pas vous surprendre. Donc par exemple le contrôle d'accès. Là quand je dis contrôle d'accès et identité authentification, c'est le contrôle d'accès à la plateforme. Quand vous allez faire un appel pour lancer une machine, qui a le droit de faire cet appel, depuis quelle IP, entre quelle heure et quelle heure, est-ce qu'il a besoin d'une authentification multifacteur, etc. Donc contrôle d'identité bien sûr. Je passe sur certains. On vient de sortir une solution de single sign-on. Donc voilà, vraiment pourquoi on fait ce genre de choses, parce que c'est vraiment une demande des clients. Ils veulent une solution single sign-on qui soit intégrée, qui soit opérée par nous, où il n'y a pas à gérer la redondance, l'échelle derrière, etc. Et on continue, on est vraiment très très actifs dans les innovations et les solutions de sécurité. Beaucoup d'entre elles, il n'y a pas de mystère, c'est des solutions qui sortent de chez AWS Security. Donc les équipes de sécurité d'AWS qui sécurisent la plateforme, ils automatisent et construisent des outils pour leurs besoins propres, et ensuite ils les proposent sous forme de services aux clients. Vous allez voir qu'on fait des choses un peu moins classiques et très avancées. Contrôle plutôt dans le domaine de la détection. CloudTrail, c'est un audit des accès. J'ai évoqué tout à l'heure une méthode pour lancer des machines. Cet appel-là, qu'il soit d'ailleurs fait avec succès ou qu'il soit interdit, il va apparaître dans un log. Donc ça a un intérêt pour faire notamment du post-mortem et du forensics, comme on dit dans la sécurité. CloudWatch, du monitoring du comportement de vos services. Pourquoi je pointe CloudWatch parmi les autres? Parce que la sécurité c'est très vaste. CloudWatch, il va vous permettre de savoir, par exemple, sur une flotte de machines, sur des fronts web, je sais pas, vous avez 50 fronts web qui sont en train de tourner, vous avez un site qui marche plutôt, de voir que la moyenne d'utilisation des CPU est à 95%. Alors c'est un événement technique, mais pour moi ça devient un événement de sécurité puisqu'il met en risque la disponibilité de votre site. Donc ce type de mesures techniques, on les intègre aussi là-dedans.
Shield, avec un nom peut-être un peu cryptique, c'est notre solution anti-DDoS. Donc on propose une solution anti-DDoS, voilà, sur 2 modes de facturation et 2 modes de service. Il y en a un qui est vraiment automatique, vous en bénéficiez gratuitement. L'autre, c'est un véritable centre anti-DDoS où vous avez des gens qui sont derrière et qui vous pouvez interagir et qui, grosso modo, va être plus utile pour gérer des attaques de layer supérieur si on pense au modèle ISO de réseau. VPC, Virtual Private Cloud, c'est vraiment un des... Est-ce que tout le monde a entendu parler de VPC? Oui? Tout le monde? D'accord. D'accord. Tout le monde n'a pas levé la main. VPC, c'est simplement la possibilité de définir son réseau dans le cloud vraiment comme on veut. C'est Software Defined Network. Qu'est-ce que je veux dire comme on veut? C'est qu'on prend une extension de data center qui n'est pas accessible depuis Internet. On peut forcer des flux à sortir par des appliances physiques qui sont chez vous dans votre data center. On peut les connecter 2 VPC transitoirement, les recouper. Donc c'est vraiment toute la topologie réseau à définir et c'est souvent une des premières couches de la sécurité. Ça va souvent ensemble. Protection des données, malheureusement, on n'a pas tellement le temps. J'aurais aimé vous parler de Macie, c'était mon idée au départ, mais en préparant un peu, je me suis rendu compte que c'était un peu trop ambitieux. Donc Macie, vous avez regardé sur le net, c'est assez intéressant, c'est un des services qu'on a sorti récemment. Key Management, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis ça, c'est un côté extrêmement important, et on va le voir tout à l'heure un petit peu plus en détail, c'est-à-dire le côté automatisation de la réponse aux incidents. Parce que quand je parle d'automatisation, on parle d'automatisation déjà du monitoring, c'est bien. De l'alerting, c'est la moindre des choses, en espérant que vous avez quelqu'un derrière l'alias security@ le nom de votre boîte.com. Donc ça, c'est bien. Mais quand on veut vraiment aller un petit peu plus loin, il y a toute une série d'actions de rémédiation qui peuvent être faites de manière automatique. On n'a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un qui va être debout à 2 heures du matin le samedi pour régler un problème qui peut déjà être au moins mitigé, au moins partiellement contenu, on va dire, via l'utilisation d'automatisation. Et dans ce cadre-là, AWS Lambda, que vous connaissez là, pour le coup, certainement tous, et sinon, il faut courir regarder ce que c'est. Donc, c'est l'exécution de fonctions dans le cloud. Donc, si vous voulez, très rapidement, avant, on avait du bare metal, après, on avait de la virtualisation, après des containers, et après, Lambda, donc du serverless. C'est la possibilité de vous dire, je veux une fonction d'automatisation, j'ai même pas besoin de gérer un serveur ou un container pour l'exécuter, je upload ma fonction dans le cloud, et elle s'exécute en réponse à un événement. Dans ce cadre-là, c'est un événement de sécurité, ça peut être d'autres événements, on peut construire des applications entières en Lambda. Donc, et on avait un client qui avait construit une version assez simple, mais suffisante d'un CMS à coup de Lambda et de S3. Donc, parce que finalement, la logique est assez simple, ce qui est important, c'est vraiment le stockage à l'échelle. Donc, bien évidemment, Lambda, ça passe à l'échelle automatiquement. Il n'y a vraiment rien à faire, c'est de l'exécution de fonctions serverless. Alors, aujourd'hui, on va regarder d'un petit peu plus près GuardDuty. Je vais quand même marquer une petite pause, puisqu'on on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique, là, un peu moins général. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Marche. Est-ce que vous avez dans votre roadmap WebAuthn? Est-ce que vous me répétez le nom? Est-ce que dans la partie IAM, vous avez dans votre roadmap WebAuthn? D'accord, WebAuthn, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde, et d'ailleurs pour être tout à fait complet, comme ici, je pense que tout le monde n'est pas sous non-disclosure agreement, je ne pourrais pas parler de la roadmap, donc je me sens un peu moins coupable de ne pas connaître la réponse tout de suite. Mais oui. Et sur la partie toujours IAM, parce que c'est un des gros sujets en ce moment que je traite, oui. Il y a un problème de délégation sur lequel j'ai pas réussi à trouver de solution jusqu'alors. C'est l'utilisation de fédération d'identité. Vous avez bien pris soin de ne pas citer Microsoft, qui est quand même aujourd'hui le provider principal d'identité dans le monde de l'entreprise. Mais je n'ai pas aujourd'hui de solution de fédération d'identité et d'accès programmatique. Je ne sais pas si c'est pareil, des choses qui sont en développement, qui pourraient... Alors là, c'est vraiment une question pointue. Je pense qu'on va l'amener offline. Okay. Par contre, par rapport à Microsoft, bien évidemment, dans les entreprises, ou du moins celles qui sont d'une certaine taille avec lesquelles je travaille, il y a beaucoup d'Active Directory. Et donc, je n'ai pas du tout pris soin de ne pas citer Microsoft. Je peux même vous dire qu'on est plutôt un gros consommateur de licences Microsoft, donc, parce qu'on a un certain nombre de machines qui tournent. Donc voilà, on travaille avec tout le monde. Notre focus, par contre, c'est vraiment le cloud. Nous, on n'a pas des logiciels ou autre chose, on est le cloud, donc on travaille avec les Oracle, les Microsoft, les IBM de ce monde, au-delà de tous les partenaires que je vous ai signalés là. D'ailleurs, j'aurais dû le dire, au-delà des solutions de sécurité de réseau qui sont très populaires sur la marketplace, la catégorie qui est là avant, la première, c'est plutôt les OS.
Donc, Microsoft, Red Hat, etc., toutes ces choses-là. Et OS et choses associées de type SharePoint, etc. Donc, GuardDuty, voilà. C'est quoi GuardDuty? C'est le... Non, c'est plus le dernier service, l'avant-dernier, on a sorti AWS SSO. Donc, l'avant-dernier service qu'on a sorti donc sur l'axe sécurité, to be on duty, ça veut dire être de garde. Voilà, il n'y a pas de mystère. Donc, en deux mots, c'est quoi l'idée? C'est de faire de la prévention de menaces, de façon bizarre, de la threat detection, et donc de la notification attenante, de manière extrêmement simple. Alors, on va rentrer dans les détails. Ce sont des sujets qui sont extrêmement compliqués, qui requièrent historiquement beaucoup d'expertise, et ou des solutions extrêmement onéreuses et qui donc, comme c'était évoqué tout à l'heure, les limitent aux gens qui ont vraiment les poches bien pleines, donc de pouvoir arriver à utiliser des outils qui permettent donc de détecter des menaces, et dès que les infrastructures deviennent un tant soit peu importantes, un tant soit peu à l'échelle, c'est difficile de s'en passer. Donc l'idée de GuardDuty, c'est vraiment, et c'est aussi simple que ça, c'est en quelques clics de le mettre en place, et c'est à peu près tout ce qu'il y a comme configuration. Vous mettez GuardDuty en place, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de l'analyse. Donc il va faire de l'analyse essentiellement sur trois flux d'événements. Donc les événements CloudTrail, j'ai bien fait d'en parler tout à l'heure. Donc c'est les événements qui vont attaquer l'API de votre data center virtuel dans AWS. Donc lancement de machines, création d'utilisateurs sur IAM par exemple. Donc tous les appels à l'API d'AWS sont logués dans CloudTrail et vont être analysés par GuardDuty. Les VPC Flow Logs, donc j'ai aussi parlé de VPC, donc les Flow Logs sont les flux réseau dans votre infrastructure, donc ils vont être aussi analysés. Et puis les logs de requêtes DNS, à moins que vous choisissiez d'utiliser un DNS Resolver qui n'est pas le DNS fourni par AWS, mais bon, ça c'est encore des discussions qu'on peut avoir offline. Donc voilà les flux qui vont être analysés. Donc l'idée, et là c'est justement tout ce qu'on va discuter, parce que on va détecter de manière intelligente les menaces. Qu'est-ce que ça veut dire de manière intelligente? C'est un peu vaste. Hein. Donc, on va voir ça. Et puis surtout, avoir des alertes et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'elles sont actionnables, ces alertes? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ou c'est juste, voilà, envoyer des mails? Donc voilà vraiment la proposition de valeur. Si vous avez un compte AWS perso, je vous recommande vraiment de le mettre en place. J'ai fait l'expérience. Vous le mettez en place, vous lancez une machine, toute petite machine. Vous, même si vous voulez mettre un serveur HTTP ou pas, vous mettez un groupe de sécurité assez ouvert sur le monde, et puis voilà, sans être très célèbre, vous vous retrouvez avec des événements qui vous reportent des port scans donc sur vos machines, donc assez rapidement. Donc c'est normal. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on a des infrastructures. Si vous avez des infrastructures existantes, faites-le. Ça peut vous faire un peu peur parce que lui, voilà, il va pas vous ménager, il va vous dire, ben voilà, vous êtes à risque. Voilà ce qu'on a détecté. Il y a des adresses IP dans des listes d'adresses IP blacklistées qui sont essayées de faire du brute force sur votre port 22. Donc, il va vous lever ce genre de choses. Alors, comment ça marche? Je vais aller assez vite sur ce contenu-là, mais on va essayer quand même de couvrir l'ensemble des aspects. Donc, ce qu'il faut retenir sur la mise en place et sur la gestion des comptes, GuardDuty vous permet de sécuriser toutes vos infrastructures, même si elle est compartimentée à travers divers comptes AWS. Donc il y a un compte qui va être déterminé comme le compte maître de sécurité. Il va faire une proposition au compte membre en leur disant est-ce que vous voulez rejoindre GuardDuty sur ce compte-là? Si la personne qui a les droits sur le compte accepte, il va faire de la supervision à un seul endroit. C'est vraiment une des premières demandes des clients sur beaucoup de services. Dès qu'on est un minimum à l'échelle, on a plusieurs, on a des clients qui ont des centaines de comptes sur AWS. Et donc pouvoir faire de la sécurité de manière centralisée, c'est vraiment c'est un must-have. Donc voilà, pour l'instant, c'est limite à 1000, ça vous permet de voir déjà. 1000 comptes membres. Les types de choses qu'on va détecter, ça c'est intéressant. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va me poser une question sur un point particulier. Honnêtement, je ne les connais pas tous, j'en connais certains, et c'est bien l'intérêt du service. C'est bien l'intérêt d'amener cette puissance aux gens qui ne sont pas experts en sécurité. Vous pouvez profiter de tout ça sans vous-même être capable d'écrire une règle ou un programme qui va détecter ça. Donc, de manière générale, on constate que les attaques sur votre infrastructure AWS, elles vont suivre certains schémas. Typiquement, des attaques de reconnaissance.
donc du port scan, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Donc même si vous êtes sécurisé, vous aurez du port scan. Les attaques en brute force sur les ports RDP ou les ports SSH, donc pour essayer de se connecter sur votre instance. Alors si vous n'avez pas bien fait les choses, à un moment, votre instance risque d'être compromise. Donc vous avez quelqu'un sur votre serveur. Ça commence déjà à être un petit peu inquiétant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir détecter? On va pouvoir détecter l'apparition de votre instance sur une threat list. J'avais parlé d'un des partenaires. Donc on va dire vous tripez et les considérer comme une IP dangereuse, donc c'est pas très bon. Des activités de CNC, Command and Control. En gros, ça veut dire qu'on essaye de vous faites partie, on essaye de vous intégrer à un botnet. Donc on va être capable de détecter ça, détecter le fait que vous êtes source d'attaque DDoS. C'est pas très très bon non plus en général. Que vous êtes en train de miner du Bitcoin, du Bitcoin plutôt, c'est vraiment une chose qu'on voit assez souvent pour les instances compromises. Donc quelqu'un va se connecter, il va essayer d'en tirer un avantage. Aujourd'hui, c'est assez facile donc d'aller faire du Bitcoin. Et puis on voit des choses là, celles qui sont en bleu, qui sont un petit peu plus entre guillemets intelligentes. C'est-à-dire on a des utilisations de ports réseau qui sont non usuelles. On a un trafic qui est pas normal, que ce soit en destinataire ou en volume. On a des requêtes DNS qui nous semblent pas habituelles chez vous. Donc là, on se dit, ok, d'accord. Les domain generated algorithmes, c'est quand vous vous connectez sur des sites qui sont enregistrés avec des DNS vraiment générés par une machine, et souvent c'est ce qui est fait pour faire du command and control. Donc pas avoir des domaines qui sont lisibles facilement, et en générer surtout beaucoup pour pas savoir d'où viennent les ordres pour le botnet. Donc ces éléments qui sont en bleu, ce sont les éléments qu'on appelle behavioral, et donc dans ce cas-là, on va détecter ça avec des algorithmes de machine learning. Vous entendez parler beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Nous, chez Amazon, ça fait un moment, avant AWS, qu'on faisait pas mal de machine learning. Donc aujourd'hui, ça arrive vraiment en force dans les équipes sécurité qui ont des équipes de data scientists. Et donc l'idée, c'est de arriver à détecter quel est votre comportement usuel et donc détecter ce qui sort de ce comportement usuel. C'est pas facile parce que souvent le machine learning, c'est bon pour faire du pattern matching, pas de l'anti-pattern matching. Donc voilà un petit peu la valeur ajoutée du service. Et le niveau du dessus, c'est que quand un pirate ou un hacker arrive sur votre instance, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'attaquer carrément votre compte. Et donc, on va faire des choses aussi sur les accès aux API. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, essaye de lancer un type d'instance qui n'est pas usuel chez vous. Vous n'avez jamais lancé de C5 8x large et vous commencez à en lancer plein. On va détecter ça automatiquement, vous dire une activité de lancement de machine qui est pas usuelle. Bon, des appels d'API qui arrivent avec des volumes qui sont pas normaux, par exemple beaucoup de describe, donc on essaie de lister ce qu'il y a sur votre infrastructure. Oui, pour les DNS, je suis pas tout dit, mais c'est intéressant, c'est aussi quelque chose qui est très souvent utilisé pour exfiltrer des données. En fait, on fait des requêtes DNS, mais en fait, le protocole DNS qui veut, lui, simplement résoudre des adresses, en fait, on va coller derrière, on va s'adresser au bon endpoint et on va coller derrière des données, donc on va exfiltrer des données via des requêtes DNS. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on va détecter dans ces trois étapes qui sont classées de dangerosité. Ça, je pense qu'on en a parlé. Il n'y a rien à faire de particulier pour accéder à ces sources-là. Si vous voulez accéder à vos flow logs du VPC pour faire d'autres choses de votre côté, vous pouvez les mettre en place séparément. Pour WarDuty, il n'y a vraiment rien à faire. Vous allez sur la page d'accueil de WarDuty, vous faites Enable et c'est tout. Donc lui, il va aller récupérer tous ces éléments-là, même si vous n'aviez pas joué avec ça auparavant sur votre compte. Donc, qu'est-ce qu'on va lister comme menace pour la partie statique, donc pour la partie forcément machine learning? On travaille avec deux partenaires aujourd'hui pour cette partie-là, qui sont CrowdStrike et Proofpoint. Donc, ce sont des partenaires qui vont publier des listes d'IP à blacklister. Et donc, on va intégrer ces listes-là pour savoir quelles adresses, quand elles vont se connecter chez vous, essayer de se connecter, ou quand vous allez vous connecter chez elles, vont être considérées comme levant des flags et des alertes. On va pouvoir aussi, bien sûr, intégrer les vôtres. Donc, vous pouvez whitelister si vous avez des adresses qui semblent un peu louches pour ces partenaires, mais que vous approuvez, vous pouvez toujours les whitelister. Donc, c'est lisible à peu près. J'ai choisi de ne pas vous faire de démo, parce que ça nous aurait pris encore plus de temps. Donc, l'idée, c'est quand vous allez sur la console de gestion, vous allez récupérer des alertes de ce type-là. Donc, qui sont très complètes, et c'est quelque chose qui nous a été remonté par les clients qui faisaient partie de la phase de design de l'application, parce qu'on a co-designé avec des clients. Et donc, vous pouvez, à partir de cette alerte-là, qui est en train de vous dire, depuis votre instance,
identifier ici, vous êtes en train de faire des port scans outbound. Donc quelqu'un utilise votre instance pour faire des outbound, c'est aussi quelque chose que vous pouvez reproduire en test très facilement. Et donc on va vous pointer directement sur quel compte, quel est l'ID de la ressource, vous pouvez cliquer et ça va directement ouvrir le bon endroit. Donc l'image d'OS qui est utilisée, quelles sont les adresses au réseau, le subnet, le VPC, enfin toutes les caractéristiques de cette instance pour lesquelles il y a un problème. On considère encore que c'est une menace de niveau moyen, c'est pas encore très très grave, donc il y a un code de 3 niveaux de menace. Donc ce que vous voyez évidemment c'est la sévérité, et donc voilà, où ça a lieu, dans quelle région, etc. Ce que je vous disais. Bien sûr, comme tout ce qui est sur AWS, il y a un accès de type API, donc si vous voulez ingérer ça dans un CIEM existant, vous pouvez le faire très facilement, et donc le format c'est un format JSON qui est en fait exactement ça, mais dans un format consommable par une machine. Donc voilà à quoi ça ressemble à un finding. Donc si on va un petit peu plus dans le détail avec un exemple, donc on peut directement aller sur l'exemple. C'est quoi le but de cette attaque? Enfin la cryptocurrency, le type de ressources EC2, c'est donc des machines EC2, des machines virtuelles. Donc c'est un Bitcoin tool, la sous-variante c'est B dans Bitcoin tool, il y en a plusieurs. Et voilà, comment on l'a détecté, c'est quoi l'artefact, qu'est-ce qui nous a permis de lever l'alerte? Qu'on se connectait sur des DNS qui sont souvent utilisés pour des instances qui sont dans des réseaux de Bitcoin mining. Donc voilà ce que ça signifie, voilà, simplement vous avez une instance qui est en train de communiquer avec une adresse de type Bitcoin qui est connue. Voilà ce qu'on détecte, on a un petit peu parlé, on va même détecter des pen tests, donc ce qui peut être quelque chose de désiré, mais on va quand même lever une alerte de niveau moyen ou bas, je me souviens bien. Donc Trojan, accès non autorisé, tout ce que je disais au sujet des alertes intelligentes. Donc pour le behavior, évidemment, quand vous cliquez et vous mettez en place GuardDuty, il ne vous connaît pas encore. Donc il va prendre, je crois que c'est entre 8 et 15 jours, pour apprendre le comportement qu'il y a sur votre compte et savoir ce qui est hors comportement usuel. Donc voilà ce qu'il va faire dès que vous le mettez en place. Donc ça va générer, pour le côté automatisation, peu importe le nom, ça va générer des événements, c'est CloudWatch Event, peu importe, ça va générer des événements et c'est sur des événements comme ça qu'on va pouvoir réagir. Donc voilà, source GuardDuty. Alors là, c'est vraiment très générique parce que CloudWatch Events, c'est des événements dans toute l'infrastructure AWS, donc GuardDuty ou autre. En tout cas, il est compatible avec CloudWatch Events. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière ça? En se basant sur les niveaux de gravité, on va faire ou ne pas faire quelque chose. Donc pour le niveau de sévérité assez basse, c'est plutôt des notifications. Ensuite, probablement on aura envie d'investiguer un peu plus loin pour les niveaux de sécurité médium, mais surtout quand on a des niveaux de sécurité hauts, donc une compromission de l'instance sur l'infrastructure, on aura certainement envie de faire quelque chose tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? De la rotation de clés. On peut être assez violent et dire que si une instance qui est compromise et qui est dans une zone de prod, on la termine, on tue le serveur. Donc voilà comment on fait parce qu'on pourrait notifier quelqu'un, on peut le faire en parallèle, mais ce n'est pas la même chose si on a un temps de réaction de 5 minutes que sur un temps de réaction d'une demi-heure ou le temps qu'il faudra pour trouver un opérateur. Donc rien n'empêche de faire les deux en parallèle. Donc c'est vraiment cette chaîne-là. Donc par exemple, on a une instance qui est compromise, un serveur qui est compromis. Donc comment on va faire pour gérer ça, les services qui vont être impliqués. Donc vous l'avez bien compris, il y a GuardDuty qui est celui qui a l'intelligence. Ensuite CloudWatch Events qui va faire la transmission. Et puis Lambda, c'est pour ça qu'on en parlait au départ. Qui va vraiment agir. Donc Lambda, c'est vraiment n'importe quel code que vous voulez, et c'est extrêmement facile d'intégrer des appels à l'API AWS. C'est cette Lambda-là qui va, par exemple, tuer une instance si nécessaire. Donc là, on peut prendre, par exemple, un cas où on aura envie de faire une automatisation, pour quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc, on a une instance qui a été détectée comme compromise, donc on a, par exemple, un backdoor, une activité de command and control. Donc on va avoir CloudWatch qui va être un événement pendant CloudWatch qui va être déclenché, et lui va déclencher une lambda. Je ne rentre pas ici dans les détails, on peut vraiment, et vous vous doutez que là il y a un filtrage intelligent à faire. Est-ce qu'on veut réagir à tous les événements? Qu'est-ce qui est pour moi grave ou pas grave dans l'ensemble des menaces que peut me lever GuardDuty? Donc là il y a vraiment, c'est là qu'il va y avoir l'intelligence dans un senior sécurité. C'est pour là que l'ingénieur sécurité, vous allez les payer pour faire ça, pas pour aller à la main et faire les modifs. Donc on peut par exemple regarder dans les métadonnées de l'instance, est-ce que c'est une instance qui est éligible pour des actions automatiques? Parce que peut-être que vous avez une instance avec un logiciel legacy qui est un peu particulier, ou un service que vous souhaitez quand même laisser up, même s'il y a un doute sur le fait que ce soit compromis. Donc peut-être certains services qui sont des services de production critiques,
Vous dites, je veux faire quelque chose, mais ça ne peut être fait que à la main. Ça a trop d'impact. Donc, je n'automatise pas. Imaginons que vous êtes dans un cas où c'est éligible. Vous avez Automation Eligible Tag AES, par exemple, un tag que vous avez mis en place, vous, sur vos infrastructures. Et donc, que peut faire un lambda? Ben, il peut, par exemple, changer le groupe de sécurité de l'interface réseau de l'instance et dire que maintenant, il n'y a aucun trafic qui peut ni rentrer ni sortir de l'instance. Donc déjà, on a isolé l'instance. C'est déjà pas mal. Si on était en train d'être source, par exemple, de port scan, ou si on était en train d'être utilisé pour un botnet, ou on risquait d'être utilisé pour un botnet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un snapshot du volume. Le volume EBS, c'est le stockage. Donc, on va prendre un snapshot du volume. Donc, on va avoir un état de l'instance à ce moment-là. Donc là, on a déjà un bon élément pour faire du forensics. Et bien sûr, on va quand même alerter l'équipe de sécurité, mais qui pourra prendre ça en asynchrone le moment voulu. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez dire maintenant que j'ai le snapshot du volume, je vais bien évidemment pas le monter sur la même instance. Je vais aller le monter plus tard. L'équipe de sécurité va le monter sur l'instance SEN pour pouvoir, dans une zone bien sûr isolée, dans un autre VPC, un autre compte, pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Et l'instance de production, je vais peut-être la tuer. Peut-être que c'est ça que je dois faire. C'est tout ce que j'avais pour vous. Je suis vraiment dans les temps, sauf pour les questions. Ça allait un peu vite, mais voilà, c'était pour vraiment l'aperçu de GuardDuty. Sur le web, il y a plein de choses. Il y a mon adresse email, si vous voulez me poser des questions offline. Je ne sais pas si on peut prendre, s'il y a des questions, et on peut prendre 2 minutes. Est-ce que ça vous pose question, ça vous a inspiré Oui. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est ces sources de données-là, mais on pourrait imaginer, pourquoi pas, de mettre domaine du CloudFront. Pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose d'intégré à un autre niveau, plus applicatif. Là, ça reste quand même vraiment au niveau, vous voyez que les sources sont vraiment au niveau réseau. Donc, ce serait un autre type d'accès, parce que dans ce cas-là, il faudrait que vous me donniez accès à vos logs, où il y a des éléments qui font partie vraiment des données de votre application. Là, on accède vraiment que des données d'infrastructure. On ne sait pas ce qui circule, en fait. J'ai oublié de préciser, mais dans les VPC Flow Logs, c'est pas des captures de trame réseau. Il n'y a pas le contenu des trames réseau. On ne sait pas du tout quel type de données vous faites. Ça, ce serait un autre niveau, effectivement, peut-être de GuardDuty. Allez regarder plus à l'intérieur de vos workloads. Un autre niveau d'accès. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci en tout cas. Merci. Ans. Ouais, super. Validé, ouais. Ouais, je suis all good, merci. Merci John. Donc bonjour à tous. Je vais juste prendre le pointeur. Je sais pas, le pointeur de slide. Merci. Hop. Alors oui, quelques petits mots me concernant et après je passe tout de suite dans le dur du sujet. Donc ça fait 1 an et demi que je suis à Cloudreach maintenant. Donc je suis Cloud System Developer. Ça consiste en quoi? Principalement donc à automatiser et mettre en place des solutions et d'innovation de cloud chez les clients. Donc 1 an et demi que je fais ça. Je travaille principalement avec du Python, avec pas mal d'outils d'automatisation comme ou de CI/CD comme Jenkins, comme Chef, comme plein de choses comme ça. Et donc voilà, j'ai déjà publié un skill sur le store qui est disponible aux US. Et je suis en train d'essayer d'en faire valider un en France, mais c'est pas encore très facile. Il y a pas mal de process à éprouver.
mais j'y crois. Voilà. Et zéro serveur physique possédé, ça c'est notre devise à CloudReach, on est tout dans le cloud. Alors, avant de parler d'Alexa, on va parler... Alors, je vais juste désactiver le micro parce que sinon elle va nous embêter pendant tout le truc, voilà. Avant de parler d'Alexa, on va parler d'Amazon Echo. Donc Amazon Echo, c'est quoi? C'est les petits devices que vous avez juste à côté de mon Mac qui sont là. C'est composé principalement, on va dire, d'un micro, d'Internet et d'un haut-parleur. Voilà. Alors, si vous voulez faire simple sur ce que fait un Amazon Echo, vous en avez tout un tas de sortes différentes. Ça commence, on va dire, du moins cher et du plus vendu, du Echo Dot, qui est présenté juste là, qui est le plus petit, qui a quand même un haut-parleur, hein, faut le savoir, qui est quand même assez puissant. Donc vous le mettez dans une pièce de 20 mètres carrés, vous allez l'entendre dans toute la pièce. C'est quand même pas trop mal. Si vous voulez avoir quand même un peu plus de son et écouter de la musique, vous avez les Amazon Echo, donc qui sont plus grands avec des haut-parleurs un peu plus puissants. Il y a le Echo Spot aussi qui est juste là, qui est pas encore sorti. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'est encore sorti en France. Le Echo Spot est sorti aux États-Unis fin décembre, je crois, et commence à être déployé un petit peu partout. Il a l'avantage d'avoir un écran, ce qui est assez sympa. Il a une forme ronde qui peut faire penser à un réveil aussi, donc c'est un objet qui est assez cool d'avoir chez soi. Et vous avez le Echo Show aussi, qui est juste là, qui lui a un écran carré et qui est assez sympa de mettre dans une cuisine par exemple pour avoir des recettes, des trucs comme ça, c'est assez interactif. Je parle pas trop du Echo Look parce que finalement je sais pas trop ce que c'est. Je sais qu'apparemment c'est un truc qui vous prend en caméra et qui vous dit le style vestimentaire que vous avez. Peut-être pour ça que je veux pas l'acheter. On va passer à Amazon Alexa. Donc Alexa, finalement, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est le cerveau qu'il y a derrière votre Amazon Echo. Parce que votre Amazon Echo, si vous amusez à le démonter, vous allez vous retrouver avec le micro, le haut-parleur et la connectivité Internet, mais finalement pas grand-chose d'autre. Toute l'intelligence derrière, c'est sur Alexa. Quand on parle d'Alexa, on va beaucoup parler de skills. Des skills, ça s'apparente finalement assez facilement à une application sur un smartphone. Vous avez un store sur Amazon sur lequel vous allez pouvoir activer ou désactiver des skills. Vous n'allez pas les télécharger parce que finalement c'est juste un endpoint. Vous allez activer cet endpoint ou le désactiver. Une fois que vous l'avez activé, vous pouvez utiliser le skill comme une application que vous utilisez sur votre smartphone. C'est quelque chose qui est cloisonné des autres skills et vous pouvez l'activer, les désactiver autant que vous voulez. Amazon évidemment fournit pas mal de skills prédisponibles sur votre device. Ça va de la météo au calendrier, en passant par plein d'autres choses qui peuvent être assez sympas. Et l'avantage, évidemment, c'est que les développeurs peuvent créer leurs propres skills. Et c'est ce qu'on va faire juste après. Le but de cette présentation, c'est pas seulement de vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est carrément de créer un skill en live. Comme ça, vous verrez à peu près toutes les étapes qu'on va réaliser pour avoir un skill fonctionnel et finalement prêt à être publié sur le store. Même si au final, on aura quelque chose d'assez simple, mais ça va nous permettre déjà de faire le tour de toutes les technos. Dans un skill, notre skill va être découpé en ce qu'on appelle des intents, donc ce qu'on peut traduire en français par des intentions, par exemple. Des intents, ça va agréger finalement une thématique de votre skill. Donc imaginons tout simplement que vous avez en charge la création du skill Uber sur Alexa. Et ben vous allez pouvoir faire un intent qui s'appelle réserve Uber, un intent qui s'appelle cancel Uber, etc., etc. Donc c'est vraiment des fonctionnalités séparées que vous allez mettre dans votre skill et qui vont derrière vous permettre d'être traitées différemment dans votre fonction lambda ou dans votre code s'il n'est pas sur lambda. Moi j'ai toujours fait ça sur lambda parce que c'est très simple, c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Ça interagit très très bien. Encore une fois, Amazon en fournit quelques-unes. Donc il y a par exemple l'intent aide. Donc dès que vous allez dire aide-moi, peux-tu m'aider, etc. C'est cet intent là qui va être déclenché. Donc après libre à vous de réagir en conséquence dans votre code. Et on a aussi par exemple le cancel où on va carrément vouloir arrêter le skill. Dans ce cas-là, il va falloir libérer la main de votre skill pour dire ok, je ferme toute la session et je laisse l'utilisateur pouvoir relancer une autre application par exemple. On va aussi parler de ce qu'on appelle des utérances. Des utérances, et ben là finalement c'est le travail le moins intéressant du skill, c'est d'écrire toutes les phrases qu'on va pouvoir dire à notre skill pour que derrière l'utilisateur se sente pas frustré en disant une phrase qu'on n'a pas imaginée. Donc il va falloir se creuser les méninges.
Par exemple, là, je vous ai mis quelque chose qui peut être comparé un peu à Uber. Donc, je veux réserver un Uber. La personne va peut-être dire Alexa, réserve un Uber. Il va peut-être dire Alexa, réserve-moi un Uber pour 2 personnes. Alexa, réserve-moi un Uber pour aller à tel aéroport ou à telle adresse, etc., etc. Donc, il va falloir lister toutes ces choses-là au maximum possible. Derrière, il y a Alexa qui va quand même avoir une intelligence, on va dire, c'est du machine learning qui est derrière finalement. Si vous mettez Book a Shuttle en anglais ici, finalement, à force d'utiliser le skill, vous allez finir par dire reserve a shuttle sans faire exprès. Il va assimiler le mot book à reserve et ça va quand même fonctionner. Mais plus vous allez en mettre au départ et plus ça va fonctionner à la fin. Et enfin, on a un autre type qui est assez intéressant qui s'appelle les slots. On va dire que c'est des variables qu'on va utiliser et que Amazon va traiter avant qu'on le reçoive dans notre code. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Encore une fois, Amazon en fournit déjà certains slots préfaits. Par exemple, Amazon Numbers, c'est quelque chose qui est super chouette. Vous allez dire, par exemple, si on revient sur l'exemple précédent, je veux booker un shuttle pour NB persons. NB persons, on va dire que c'est un Amazon Number. Comme ça que vous dites, par exemple, je veux 3 personnes ou je veux 300 personnes dans mon shuttle. Lui, il va reconnaître que 300, finalement, c'est juste un seul chiffre, un seul nombre, puisque c'est 2 mots. Derrière, nous, on va essayer de tout traiter de manière programmatique, donc on s'en fiche qu'il y ait 2 mots. Nous, on veut juste récupérer le chiffre, le nombre plutôt. Et derrière ça, nous, on va récupérer le nombre grâce à ça. On peut en faire des customs. Par exemple, Airport List, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque où j'ai fait mes slides. Je crois que maintenant c'est disponible, en tout cas aux US. Moi, j'ai listé toute la liste des. Enfin, c'est pas moi qui les ai listés, je les ai copiés-collés d'internet. Mais en listant toutes ces valeurs-là, quand je vais essayer de mapper quelque chose avec Airport List et que je dis ABE, eh ben il va directement me dire ah oui d'accord, ABE c'est dans cette liste-là, donc ça doit être un Airport List, et donc ça map avec ce que j'ai ici. Voilà. Donc l'intelligence d'Alexa, c'est de mapper quelque chose qu'on va dire à l'oral pour derrière le retranscrire en langage programmatique. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ou est-ce que c'est plutôt clair? Est-ce que vous avez déjà parcouru un petit peu ces différentes thématiques? Non. Bon, c'est bien. Moi, ça sert à quelque chose. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du lambda. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a dit quelque chose et que Alexa l'a transformé en langage programmatique, il va bien finir par falloir le traiter. On va le traiter de quelle manière? Avec lambda, parce que c'est quelque chose de serverless. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Je vous ai mis là, si vous faites 10 calls par heure sur votre skill avec 512 MO de RAM, bah, c'est gratuit. Donc c'est quand même assez utile pour faire des tests ou même pour faire un skill qui va être, on va dire, dans le cadre privé. Quand vous allez passer dans le cadre, on va dire, plus global, il y a AWS qui peut quand même vous aider, on va voir juste après. Donc utiliser AWS Lambda, c'est quelque chose de super simple à mettre en place. Il y a plusieurs langages de programmation qui sont disponibles, C#, Node.js, Java ou Python. Dans la démo que je vais vous faire, on va faire ça en Python. Et l'avantage évidemment, bah, c'est que Alexa, la lambda peut être trigger donc déclenchée par Alexa. Ça a l'avantage que vous allez payer votre fonction lambda seulement quand elle va être déclenchée. Ce qui fait que si personne utilise votre skill parce qu'il n'est pas intéressant, bah, vous n'allez rien payer. Donc c'est quand même quelque chose qui est très utile. En termes d'architecture, j'essaie de rester assez simple. On a tout d'abord l'utilisateur qui va dire Alexa, demande à Uber, par exemple, je garde l'exemple d'Uber, de me réserver un Uber Pool. Ça va rentrer dans le Amazon Echo. Le Amazon Echo va faire appel aux services Alexa qui sont en ligne. Alexa va convertir ça en langage programmatique, va envoyer ça vers Lambda. Donc vous, dans Lambda, vous allez récupérer un texte si vous n'avez pas mappé ça avec des slots, ou bien un texte avec des informations qui sont plus utiles. Vous allez faire tout un tas de processing. Donc là, dans processing, on peut penser à j'appelle l'API de Uber pour vérifier s'il n'y a pas des chauffeurs disponibles dans mon coin, etc., etc. On va reformuler dans la fonction lambda une réponse intelligible orale. Donc on va écrire du texte, par exemple, j'ai trouvé X chauffeur. On renvoie ça à Alexa qui le transforme dans le Amazon Echo et qui vous donne un son derrière. Voilà à peu près l'architecture que ça prend. Donc c'est super chouette parce qu'au final, vous allez juste écrire
un petit bout de skill echo et un petit bout de lambda function. Donc ça va être dans 2 endroits différents, et ces deux endroits vont se répondre l'un à l'autre au fur et à mesure. Bon bah c'est parti, on va faire ça. Je vais récupérer le port HDMI et puis on va... Si vous avez des questions sur la théorie avant qu'on passe à la pratique, n'hésitez pas, je vous écoute. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Là, on va le faire en français. Aujourd'hui, c'est pas encore officiellement sorti en français. Ils nous avaient à peu près estimé au début la date du 16 avril pour sortir la fonctionnalité en français. C'est toujours pas le cas. On pense que ça va être d'ici, cette année que ça va sortir en français, mais j'ai pas de date exacte à vous fournir. En revanche, sur mes différents devices, j'ai la bêta en français, donc on va pouvoir tester ça. Et vous pouvez d'ores et déjà créer des skills en français alors que le service n'est pas encore sorti. Donc ça vous permet quand même d'anticiper le futur marché français en créant vos skills en français et pouvoir les tester quand même si vous n'avez pas de device, on va voir que vous pouvez le tester dans l'interface utilisateur. Donc c'est pas mal. Mais c'est pas encore sorti. Alors, on va commencer ici. Hop. Alors, comment je vais me mettre? Comme ça. Alors, ça, c'est la console principale que vous avez lorsque vous allez sur developer.amazon.com. On va d'ailleurs y retourner, comme ça vous ne serez pas perdu si vous le faites. On va dans Developer Console, qui est ici. On se log. Et une fois qu'on est logué, on a accès à la création d'applications diverses et variées d'Amazon, et notamment le fait de créer des skills. Donc si vous en avez déjà, ils apparaissent ici. Si vous n'en avez pas, la première chose à faire, c'est de vouloir créer un skill. Donc là, avant même qu'on fasse le skill, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin. Le but de ce skill, ça va être que Alexa nous demande combien de personnes on est dans la salle, que je lui dise, là je pense qu'on est à peu près une trentaine, qu'on est 30 personnes. Alexa va enregistrer l'information, va confirmer le fait que, ok, j'ai compris qu'on était 30 personnes. Et juste après, je vais lui reposer la question. Et on va voir que, grâce à des systèmes de variables et d'attributs, Alexa va retenir cette information, on va pouvoir la traiter de quelque manière que l'on souhaite. À partir du moment où on arrive à donner des informations à Alexa et que Alexa puisse la restituer, on a un peu gagné. Après, il suffit d'avoir de l'imagination pour faire ce qu'on souhaite. Donc, en nom de skill, on va l'appeler, je me suis dit qu'on allait l'appeler Claude Rich parce que ça ressemble un peu à notre société. Pourquoi je le mets pas en version anglaise? Parce que Alexa en français traite très mal l'information anglaise. Donc, dès que vous allez faire un skill en français, la première des choses à faire, c'est de mettre le moins d'anglais possible. Voilà. C'est le premier conseil que je vous donne. Donc, on va le faire en français. Donc ça, c'est disponible pour tout le monde. Vous pouvez d'ores et déjà créer quelque chose en français. Désolé pour vos oreilles, je trouve pas mal. On a 3 choix à ce niveau-là, donc soit custom, soit on va faire un skill de news en fait, de briefing. Donc par exemple, quel est mon flash quotidien, quelles sont les infos. Donc ça c'est utile par exemple pour des chaînes de radio comme RTL, Europe 1, etc. qui ont déjà créé leur skill en français. On ne sait pas ce qu'on va faire. Et on a aussi Smart Home, donc là c'est tout ce qui est Philips Hue, etc., etc. On va pouvoir connecter notre Amazon Alexa à tout un tas de domotiques. C'est pas ce qu'on va faire non plus, on va faire un custom skill. Donc on le sélectionne, on crée. Donc là on arrive finalement sur la console principale de Alexa. C'est pas dans AWS, hein. Alexa c'est quelque chose à part d'AWS. Vous vous connectez pas avec les mêmes identifiants, etc., etc. Lambda lui est dans AWS, mais cette partie-là n'est pas dans AWS. On va commencer par l'invocation. Donc l'invocation, c'est le nom qu'on va donner à notre skill. Comment on va appeler notre skill à travers Alexa. Donc, par exemple, pour Uber, ça va être Uber. Là, ça va être Claude Rich. Il conseille de mettre au moins 2 mots parce qu'un seul mot, ça peut mapper avec d'autres skills qui existent déjà dans le store. Donc 2 mots, c'est pas mal pour commencer. Alors là, on voit que déjà, il y a des intents qui ont déjà été créés. Donc les intents, je vous rappelle, c'est des parties de notre skill. On a déjà cancel, help et stop. Donc on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien dedans. Nous, on va rajouter des mots en français. Donc arrête, par exemple. Annule. Plutôt annule que arrête, d'ailleurs. Parce que arrête, c'est plutôt stop. Annule. Annuler. Voilà. On peut le populer comme ça. Donc là, on crée des utérances quand on écrit comme ça. Donc à chaque fois que je veux dire annuler, ça va rentrer dans cet intent-là. Et derrière, ça va être envoyé à ma fonction lambda qui va devoir réagir dans l'intent. Pour help, on va mettre aide, aide-moi, par exemple.
et pour stop, stop, arrête. Voilà. On va créer notre propre intent, puisque là, c'est un peu le but de nos skills, de créer nos propres intents. Donc là, vu qu'on veut d'abord donner le nombre de personnes qu'on est, et ensuite restituer l'information, on va pouvoir imaginer deux intents, un set number of persons et un get number of persons, tout simplement. Je vais juste récupérer ici. Alors attendez, je vous montre ça juste après. Hop. Les bons noms pour pas que j'ai à modifier la fonction derrière. Alors, hop, on va créer un intent qui s'appelle set number of persons. Hop, il apparaît juste là après. Et on va en créer un deuxième qui s'appelle get number of persons. Voilà, donc là on a deux intents qui sont créés, qui sont vides. Donc il va falloir qu'on crée des phrases ensemble. Donc pour setter le nombre de personnes, on va pouvoir dire nous sommes X personnes. Donc pour l'instant je mets rien du tout. Donc là, on va falloir qu'on fasse quelque chose avec notre X, notre 30, notre 40, notre 120. Donc pour ça, avec des accolades, on va pouvoir créer des slots, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Hop, on met quelque chose entre l'accolade. Et là, on va mettre une variable qui va être prise derrière dans Lambda et dans tout Alexa. Donc on va mettre number person. Hop. On va dire que c'est un new slot parce qu'il n'existe pas encore. On va faire add. Et on fait entrer. Donc là, on va dire nous sommes number person, personne. On peut aussi dire, je ne sais pas, on est number person, personne. On peut aussi dire juste nous sommes le nombre de personnes, etc., etc. Donc ça, c'est un travail qu'il va falloir que vous fassiez à chaque fois que vous allez créer un skill, mettre le plus de phrases possible pour pas que l'utilisateur derrière se dise mince, j'ai pas dit le mot personne et du coup mon skill marche pas, c'est quand même dommage. Si on dit nous sommes 3 et qu'on n'a pas prévu le cas qui est tout en haut, bah, notre skill derrière va pas fonctionner. Donc on va dire que c'est suffisant pour set number of person. Et pour get number of person, bah, tout simplement, combien sommes-nous, par exemple. Alors les points d'interrogation à la fin fonctionnent pas, donc vous n'avez pas besoin de les mettre. Ou combien est-on? Je vais aussi rajouter combien sommes-nous avec un tiret, on ne sait jamais. Donc voilà, donc là on a populé les intents. On n'a pas dit ce qu'était notre slot number person. Donc là vous voyez la liste des slots qui sont disponibles de base sur Amazon. Il y en a beaucoup plus qui sont disponibles aux US et au UK. Donc il faut savoir qu'Alexa et les Amazon Echo, ils sont vendus aujourd'hui aux US, en Angleterre, donc au UK, en Inde et en Allemagne. Si je me souviens bien, il y a que cela. Ça va arriver en France, on peut déjà en créer en France, mais c'est pas encore disponible. Donc on peut par exemple sélectionner animaux. Donc là, c'est quelque chose qui répertorie tous les animaux que Amazon a pu imaginer. Dès que vous allez dire un nom d'animal, il va essayer de le mapper avec ça. Donc si vous dites un liou, il n'a pas très vraiment entendu loup, mais il va essayer de mapper ça avec loup. Ça peut être intéressant. Et là, nous, on va utiliser Amazon.numbers. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très utile, parce que qu'on le dise, finalement qu'on l'écrive, parce qu'on peut aussi interagir avec Alexa à l'écrit, qu'on écrive 3 TROIS ou qu'on mette le chiffre 3, derrière, ça va être traité de la même manière, et dans Lambda, on va seulement recevoir le chiffre 3 pour pouvoir le traiter de manière programmatique. Donc là, on en a à peu près fini avec notre modèle d'interaction, ce qu'il appelle le interaction model ici. Donc on va pouvoir le sauvegarder et le builder. Pendant qu'on le build, on va pouvoir construire notre lambda. Donc, lambda, ça va être notre endpoint, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de notre fonction, de notre skill. Donc on va créer une fonction lambda. Une fonction lambda, c'est serverless. On le crée from scratch. Moi, ce que je vous conseille, vu que là j'ai déjà créé la fonction, plutôt que de démarrer from scratch, c'est de sélectionner un blueprint. Il y en a déjà pas mal. Sur Alexa, vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a avec de la domotique, avec pas de domotique, etc., etc. Il y en a en Python, il y en a en Node.js, etc., etc. Donc ça peut vous aider à bien démarrer. L'avantage de ça, c'est que ça toutes les fonctions de base pour que votre skill fonctionne. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous le cache pas, j'ai récupéré celui-là, le Python, et je l'ai adapté. Et quel que soit le skill que je crée, à chaque fois je pars de celui-là, comme ça il y a au moins tout mon corps de ma fonction, et derrière je l'adapte pour en faire ce que je souhaite. Mais vu que là j'ai déjà fait le travail un petit peu en avance, pour pas trop perdre de temps non plus, on va le faire from scratch. Donc le nom de notre fonction, tant qu'à faire, autant la faire correspondre avec le nom de notre skill.
On va partir en Python 2.7 parce que c'est ce que je connais le mieux. On va créer un rôle depuis le template classique de Lambda. Comme ça nous évite de créer des permissions, des rôles, etc. Quand on fait ça, ça nous permet que notre fonction Lambda soit déjà connectée avec CloudWatch, donc pour récupérer des événements, des logs, etc. Dès que vous allez avoir une personne qui va interagir avec votre skill, ça va remonter dans les logs. Donc si vous derrière vous voulez faire un peu d'analyse pour savoir ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est mal passé, puisque des fois il y a quand même des cas d'usage sur lesquels l'utilisateur va tomber, vous avez oublié de traiter le cas. Dans ce cas-là, ça va partir en erreur et vous allez tout de suite le voir sur CloudWatch. Donc quand vous créez un rôle depuis un template, directement on a les accès à CloudWatch qui sont définis seulement pour cette fonction lambda. Donc c'est des accès qui sont assez restreints, donc c'est assez idéal. Donc là on crée, on donne un nom à notre rôle. Et on crée notre fonction. Hop. Donc là ça prend 10 secondes parce que je pense à cause de la connexion internet qui est ici. Hop, donc là on a notre fonction lambda qui est là, Amazon CloudWatch qui est déjà relié comme je vous l'ai dit, et nous on va vouloir ajouter Alexa. Donc hop, c'est directement dans la liste de gauche, là on est sur AWS, mais c'est les différentes façons de déclencher finalement une fonction lambda, il y en a pas mal, mais celle qui nous intéresse c'est celle-ci. Hop, et on a la possibilité donc soit d'activer le fait de bloquer notre fonction lambda à un seul skill, soit de le désactiver. Je vous conseille fortement de l'activer. Comme ça, vous serez certain que votre fonction lambda est seulement utilisée par votre skill. Vous avez une relation 1 pour 1 et vous êtes vraiment assuré de faire les choses bien. Si vous faites pas ça, entre guillemets, n'importe qui pourra utiliser votre fonction lambda et pas seulement votre skill. Donc je vous conseille de l'activer. Et là, il nous demande le skill ID. Donc le skill ID, on va le retrouver ici. Quand on va aller dans Endpoint, hop, où est-ce qu'il est ? On va cliquer sur lambda et hop, là on a le skill ID. Donc on est du côté skill, on le copie dans lambda, ici, hop, on fait add, on sauvegarde, voilà, donc là on est assuré que seulement notre skill pourra accéder à notre fonction lambda, et de la même manière, dans notre skill, on va donner l'ARN de la fonction lambda, qui est juste ici, donc c'est moins sexy parce qu'on ne peut pas le copier-coller directement, hop, et on va le mettre ici, dans default region. On voit qu'il y a différentes fonctions lambda en fonction des zones géographiques. Ça va vous permettre notamment de pouvoir faire votre skill en plusieurs langues. Si vous voulez atteindre à la fois le marché nord-américain et le marché français, vous allez pouvoir jouer avec les différentes fonctions lambda dans les différentes régions. Donc là, on va mettre default region. Donc quelle que soit la région, on va appeler cette chose-là. On save. Et là, finalement, on a terminé la création du skill côté Amazon Alexa. Maintenant, il nous reste à faire la partie intelligence, on va dire, côté lambda. Donc dans lambda, ce qui est assez sympa, c'est que vous avez un éditeur qui est déjà disponible. Donc je vais copier-coller ce que j'avais fait et je vais vous l'expliquer assez rapidement parce que c'est pas très compliqué. Donc je pars du bas parce que c'est comme ça que lambda fonctionne avec Alexa. Donc vous avez d'abord une fonction qui s'appelle le handler. Donc c'est la première qui va être appelée à chaque fois que vous allez appeler votre skill. Et finalement, le handler, c'est quoi ? C'est une fonction d'aiguillage qui va, en fonction des différents intents, aller à gauche ou aller à droite. C'est ni plus ni moins que ça. Cette fonction-là, j'y ai pas du tout touché. Quand vous allez créer une fonction Alexa depuis lambda, celle de base, il y a déjà tout ça. OnSessionEnded, c'est la fonction qui va être appelée à la fin de votre skill, etc., etc. OnIntent, dès que vous allez appeler un intent. Donc là, on va retrouver le setNumberOfPerson et getNumberOfPerson que j'ai créé de l'autre côté. Donc on va retourner une fonction, le résultat d'une fonction qui sont définies juste au-dessus. OnLaunch qui va être appelé avant OnIntent. Bref, tout ça c'est des fonctions événementielles qui sont créées de base par lambda, on ne va pas y toucher spécialement. On a ensuite, donc là, on arrive à la partie intéressante, on peut commencer par setNumberOfPersons, ou même par la toute première, qui est ici, getWelcomeResponse. Donc ça c'est ce que Alexa va nous donner au tout début. Donc là j'ai mis un petit message de bienvenue et je commence le dialogue en posant la question combien sommes-nous aujourd'hui. Donc là ça va demander à l'utilisateur de donner une réponse. Donc combien sommes-nous aujourd'hui ? Hop, on quitte cette fonction là. La personne répond et va dire nous sommes X personnes. Donc nous sommes X personnes, ça va correspondre à l'intent set number of person. Ça va nous arriver dans cette fonction-là.
Donc on vérifie quand même que number of person est bien renseigné dans la fonction à ce niveau-là. Mais vu que dans chacun de nos intents de set number of person, on a toujours mis number of person, normalement on est assez safe. On dit que le number of person, là on récupère la variable finalement que Alexa nous a créée à partir du slot. Donc ça c'est une variable qui va être de forme string, mais on peut très bien la mapper sous la forme integer, puisqu'on sait que c'est un chiffre qui va nous être retourné. On va formuler notre réponse. Donc là on dit j'ai compris que nous étions X personnes, ça fait pas mal de monde, bref. On a un reprompt text, au cas où je ne dis rien derrière, Alexa va redire la même phrase pour vous inciter à redire quelque chose, hein, puisqu'elle se nourrit de ce que vous dites. Donc voilà finalement à quoi ressemble set number of persons, c'est 10 lignes, hein, c'est pas grand chose. Et get number of persons, encore plus simple. Donc là, on vérifie que dans les attributs, on a bien number of persons. Donc ça c'est l'avantage de Lambda, c'est que finalement, au tout début, quand on va faire set number of persons, on va créer un attribut, number of persons, qui va correspondre à la valeur, et on va le donner dans la fonction lambda à Alexa. Et Alexa va garder cet attribut tout au long de la session. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, puisque tout au long de la session, on aura cette information du nombre de personnes, qu'on va pouvoir réécraser si on a envie, mais tout au long de notre skill, on va pouvoir utiliser cette information-là, et la récupérer de cette manière-là, en disant session, attribut, nombre de personnes. En faisant ça, on récupère le nombre de personnes, et on peut le refournir à l'utilisateur s'il a envie. À ce niveau-là, on peut aussi imaginer retraiter l'information en le multipliant par cosinus de pi de 2. On peut faire ce qu'on veut. C'est assez intéressant. Donc voilà à quoi ressemble la fonction. On va la sauvegarder parce que je crois que je ne l'ai pas sauvegardée. Hop. Et là, on a notre skill qui est pratiquement prêt. Donc on a notre endpoint qui est défini. Ensuite, il y a encore trois petits onglets. On va activer le test pour pouvoir finalement tester notre skill. Donc là, on a finalement une interaction à l'écrit. Cette interaction à l'écrit va nous permettre de dialoguer avec Alexa alors qu'on n'est pas encore dans le skill où on n'a pas forcément de device. Donc là, on va mettre par exemple démarre Claude Rich. Et normalement, voilà, la session. Combien sommes-nous aujourd'hui? Donc là, je peux lui répondre en disant nous sommes 30. J'ai compris que nous étions 30. Ça fait pas mal de monde. Donc à droite, on a finalement le JSON qui est envoyé à Lambda et qui est récupéré derrière. Et on peut dialoguer avec notre skill directement. Donc là, notre skill, il n'est pas publié. Je rentre pas trop dans les détails de publication parce que j'ai encore 2-3 choses à dire et on va pas pouvoir finir si je vous dis tout. Mais en gros, il va falloir remplir tout ça pour pouvoir être sur le store derrière. Donc vous allez devoir mettre une icône à votre skill, etc., etc. Et vous allez devoir aussi faire différents trucs de privacy and compliance en disant à qui est targeté mon skill, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre certification. Amazon vous répond en vous disant oui ou non votre skill a été certifié. Et s'il est certifié, tant mieux. Sinon, tant pis. Je vais rapidement juste faire le test ici. Donc ça, c'est relié à mon compte personnel. Et vu que j'ai activé le test dans l'onglet test, je vais pouvoir directement dialoguer avec mon truc Alexa comme si je l'avais fait à l'écrit. Alexa, démarre Claude Rich. Bienvenue à tous chez Claude Rich. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes 30. J'ai compris que nous étions 30. Ça fait pas mal de monde. Combien sommes-nous? Nous sommes 30. J'ai réussi à retenir le numéro. N'amusez pas des pizzas et bonne soirée. Donc voilà. Donc à partir de là, vous avez créé un skill. Tu peux passer sur les slides. Alors juste avant de passer à Jawad, j'ai juste 2-3 petits conseils à vous donner si vous voulez publier un skill sur le store. Parce que en français, c'est un peu différent du reste. Laucine, tu veux me passer sur le... Ah, ça charge. Donc, ah oui, il faut que je reprenne le truc. Hop. Donc, on dit une skill, pas un skill. C'est super important parce que quand vous allez écrire pour vouloir faire votre certification, moi je pense que je dis à l'oral un skill parce que c'est ce qui est naturel pour moi, mais on dit une skill. Donc quand vous allez écrire vos différents utterances, etc., oubliez pas ça, sinon vous allez passer par la case d'Amazon qui vous dit que on dit une et pas un, et vous allez perdre 2 jours pour rien.
Si vous voulez faire un skill en France, moi je vous conseille d'abord de cibler que la France, comme ça vous allez vraiment être sûr d'avoir, on va dire, quelque chose de défini seulement pour la France. Vous aurez votre skill plus facilement certifié en France. Testez toujours votre skill sur un vrai device si vous en avez un, parce que le fait de tester sur l'écran, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça couvre pas forcément tous les cas d'usage. Je me suis déjà retrouvé à publier un skill juste avec l'écran, et finalement les utilisateurs derrière étaient complètement frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à l'utiliser. Quand vous publiez un skill, vous pouvez gagner des goodies dès que votre skill atteint 120 utilisateurs uniques, je crois. Et surtout, vous avez $100 par mois de crédit AWS. Donc ça, c'est vachement bien. Le crédit AWS, il est en plus utilisable partout sur votre compte. Donc si vous avez un site web perso, des trucs comme ça, vous allez pouvoir utiliser ces $100 pour faire autre chose que du Lambda et du Alexa. Donc c'est pas mal. Et enfin, la toute première ligne de votre code, toujours n'oubliez pas de mettre ça, parce que sinon, tout ce qui est en français, ça va péter. Mais ça, c'est même pas un conseil AWS ou quoi. C'est juste un conseil de code. Parce qu'en Python, c'est comme ça que ça se fait, et ça se fait comme ça pour tout. Voilà, je vous remercie. J'ai pas le temps pour les questions maintenant, mais je les prendrai après si vous souhaitez. Merci beaucoup, Nicolas, c'était super. Ça a fonctionné à la fin. Donc maintenant, vous savez comment faire en français le skill, ou la skill, pardon. Voilà, mais c'était super bien. Donc maintenant, il y a Jawad qui va nous parler de IMI Factory. Je sais pas pourquoi vous dites IMI. Quelqu'un sait pourquoi c'est IMI? Vous dites IMI aussi ou pas? C'est pas. Moi, j'aurais cru que c'était AMI ou AMI, je sais pas. Non, ça passe pas. C'est AMI. Comment? Ah oui, c'est. Oui, Amy, oui, Amy. Oui, c'est vrai que tu disais que les Américains ou les Anglais disaient Amy. Bon. Donc, vous avez, il y a personne qui a une question peut-être pour Nicolas pendant que. Ah oui, ok. T'es prêt à partir. D'accord. Ok. Donc, Jean-Rod Seder, notre ingénieur chez nous. Merci, John. Ok. Bon, bonsoir à tous. Je sais que je suis le dernier rempart entre vous et la pizza, donc je vais essayer de pas trop prendre votre temps et d'aller straight to the point. Donc je suis Jawad Sedar, je vais vous présenter une solution d'IMI Factory basée sur CodeBuild et Amazon Inspector. Avant de vous parler de tout ça, je vais juste faire quelques mots à mon sujet. J'ai rejoint CloudReach l'année dernière en tant que Cloud System Developer. Avec cette solution d'IMI Factory que je vais vous présenter, donc j'ai déjà quelques centaines d'IMI construites pour notre client et comme l'a dit Nicolas, 0 serveur physique à mon actif. Donc je vais vous présenter un peu pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une IMI Factory. Alors, déjà je vais commencer par les instances EC2, le BABA. Je pense qu'ici tout le monde connaît à peu près, j'espère en tout cas que vous savez à peu près ce que c'est, mais je vais quand même revoir un peu les bases. Donc EC2 c'est capacité de calcul dans le cloud d'Amazon qui est élastique, flexible. Il y a différents types d'instances, il y a différentes tailles, mais surtout le plus important, c'est que ces instances, elles sont démarrées à partir d'images, qu'on appelle des Amazon Machine Images, qui sont donc des AMI, comme dirait John. Typiquement, c'est des VM dans le cloud, pour faire simple, et donc on a une image pour les démarrer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une AMI Factory? Alors, l'écosystème actuel des AMI, c'est en gros, il y a le marketplace AWS sur lequel on a différents types d'OS qui sont disponibles, et puis aussi certains vendeurs qui déploient leurs solutions, type des serveurs WordPress, des serveurs GitLab, ce genre de choses. Mais généralement, ça répond à un besoin très spécifique. Ça couvre pas assez large, ou alors c'est pas suffisant en termes de fonctionnalité. À chaque fois qu'on va démarrer des instances à partir de ces images-là, on va se retrouver soit à devoir passer des scripts user data de 10 pieds de long pour installer toutes les dépendances dont on a besoin pour notre appli, ou alors il va falloir tout installer à la main derrière, ce qui est pas très pratique. D'un autre côté, il y a les community AMIs qui sont publiés, qui sont pas vérifiés par AWS, mais qui sont publiés par la communauté. Donc c'est quelqu'un, par exemple comme vous ou moi, vous et moi, qui peut construire une image et la rendre publique pour que n'importe qui puisse l'utiliser.
Et enfin, il y a les images privées, qui sont des images qu'on a construites pour notre compte et qu'on a décidé de garder dans son compte ou alors de le partager avec un nombre restreint de comptes mais qui ne sont pas publics. Donc à partir de ces images privées, on a le concept de Golden AMI, qui sont en fait des images qui vont contenir tous les OS, et tous les logiciels et toute la configuration dont on a besoin pour notre serveur. Typiquement, si on veut une Golden AMI pour un serveur web, on va installer le serveur web Nginx, on va installer tous les fichiers de conf et on va la sauvegarder et on va pouvoir lancer notre instance qui sera directement prête avec tous les logiciels dont on a besoin. Donc le cas d'usage, comme je le disais, c'est les serveurs applicatifs. Si on a besoin d'un serveur web, si on a un besoin plus spécifique avec des logiciels maison qui tournent dessus, on a ça. Sinon, il y a aussi le côté d'avoir des images un peu durcies, donc des OS un peu plus verrouillés que ce qu'on a sur le marketplace. Donc ça, c'est le deuxième cas d'usage. Quelques mots un peu sur la partie durcissement d'OS, parce que c'est principalement la raison pour laquelle la solution que je vais présenter a été créée. Donc le but en fait c'est de sécuriser un système d'exploitation en forçant des bonnes pratiques. Typiquement ça peut être fermer des ports non utilisés, même si ça c'est plutôt géré dans le cloud par les security groups. Ne pas autoriser le login SSH via l'utilisateur root, ou installer tous les patchs pour différents logiciels et vérifier que toutes les configurations suivent certaines normes. Il y a différents standards, je ne les ai pas tous listés. Pour Windows, je pense que le plus connu c'est CIS. Vous pouvez voir sur cisecurity.org. Pour Linux, il y a CIS, il y a OpenSCAP. J'imagine qu'il y en a d'autres. Donc ça c'est pour la partie un peu contexte. Pour la partie MI Factory en elle-même, je vais rentrer un peu plus dans les détails d'implémentation. Mais avant de faire ça, je vais vous parler de certains services qui ont été utilisés dans le cadre de cette implème, histoire d'être sûr que tout le monde a un peu tout le contexte et tout le bagage avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Amazon CloudWatch, Damien d'AWS, on a déjà un peu parlé, donc ça permet de monitorer pas mal de métriques sur les différentes ressources qu'on a déployées sur AWS. En plus de ça, ça permet de collecter des logs et de les monitorer, ça permet de gérer des alarmes et ça permet surtout, c'est les deux dernières choses qu'on a surtout utilisées dans cette solution, de définir des règles à partir d'événements et de pouvoir réagir et d'instancier d'autres services à partir de ça, et de définir aussi des plannings comme des jobs cron pour exécuter certaines tâches de façon périodique. Code commit, en gros c'est un serveur Git managé par AWS. C'est plus ou moins récent, ça supporte les pull requests depuis pas très longtemps, et ça permet aussi d'avoir des triggers pour lancer des lambdas, pour répondre à certains événements, avoir des notifications quand quelqu'un soumet une pull request par exemple. Code build, c'est un service de build, un peu comme Travis ou CircleCI ou même GitLab CI. Donc ça permet d'exécuter des commandes en réponse à plein d'événements, et le cas d'usage le plus courant c'est quand quelqu'un soumet pousse du code sur un répertoire Git, on peut facilement exécuter les commandes de build pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et enfin, ça utilise une syntaxe YAML pour la configuration, comme Travis, CircleCI ou GitLab. Lambda, je ne vais pas revenir dessus puisque Nicolas a fait pas mal de choses là-dessus. En gros, c'est un service de calcul serverless d'Amazon. Alors, Step Functions. Ça, c'est un peu moins connu, je pense. Qui ici connaît Step Functions? Ok, donc seulement quelques personnes. Donc, Step Functions, en gros, ça permet de coordonner des services plus ou moins distribués, donc des composants plus ou moins distribués. Ça marche super bien avec Lambda. Donc, typiquement, quand on a besoin d'exécuter des lambdas tour à tour, qu'on ne veut pas attendre qu'une se termine ou qu'elle doit attendre un état d'un autre service. Typiquement, Step Function, c'est un bon candidat pour répondre à ce besoin. Et en fait, ça permet de faire des machines à état qui sont pour lesquelles on paye au niveau du nombre de transitions. Donc on ne paye jamais autant d'exécution, autant d'attente. On paye vraiment la transition des états. Packer. Qui ici connaît Packer? Un peu plus déjà.
Donc je vais passer très simplement, c'est pour créer des images sur différents providers de cloud, même si c'est pas du cloud, ça peut faire des VM pour VMware, ce genre de choses. C'est open source et c'est basé sur des templates JSON dans lesquels on décrit toutes les commandes, tous les logiciels qu'on va installer sur notre image, et ça le fait pour nous, et ça marche super bien avec CodeBuild. Alors, la solution que je vais vous présenter, elle doit répondre à certains prérequis. Les prérequis sont listés ici. En gros, on a besoin d'une fabrique d'AMI qui va construire des AMI qui vont être durcis. On va avoir besoin de certains logiciels installés, donc des démons pour CloudWatch, des démons pour communiquer, un antivirus par exemple, des démons pour checker l'état des instances, ce genre de choses. On a besoin avant de publier l'instance, de vérifier que tout est installé correctement, que tous les fichiers de conf ont bien été poussés dessus. Et ensuite, on a besoin de les copier dans plusieurs régions et de les partager avec plusieurs comptes. Donc il y a un compte central qui va construire toutes les images et qui va les partager avec tous les autres comptes du client. Et enfin, il faut qu'on puisse gérer le cycle de vie des images. C'est-à-dire qu'on va avoir des images qui vont être créées automatiquement à chaque fois qu'il y a un commit sur un certain repo Git. Et ce qu'on veut, c'est que ne garder que n dernières images, par exemple 2, pour une certaine version d'OS. Et après, on veut que toutes les images plus anciennes soient décommissionnées dans un premier temps, donc dépréciées pendant une certaine durée, et ensuite qu'elles soient vraiment nettoyées pour vraiment économiser de l'argent sur le cloud. Voilà, donc je vais vous parler plus en détail maintenant du processus de construction. Donc, comme je le disais jusqu'à maintenant, ça commence par un utilisateur qui va pousser du code sur un répertoire code commit. Dans ce répertoire, on a des fichiers Packer, on a des scripts et des fichiers qui vont devoir être mis et installés sur les différentes images. Et donc ça va via CloudWatch démarrer un build sur CodeBuild. Donc là, CodeBuild va utiliser Packer pour exécuter toutes les instructions qui ont été placées dans le template qui a été mis sur le répertoire Git. Et ensuite, on va récupérer une image. Une fois que l'image est construite correctement, on va pouvoir démarrer une machine à état de step functions pour exécuter différentes tâches que je vais détailler juste après. Et enfin, on va envoyer un événement CloudWatch pour notifier des admins, par exemple, et aussi exécuter d'autres actions plus tard, dans différents comptes, par exemple, et autres. Donc dans Step Functions, ce qu'on fait au niveau de Step Functions, c'est qu'on va, dans un premier temps, démarrer une instance à partir de l'AMI qu'on vient de créer. On démarre l'instance, on vérifie qu'elle est disponible dans SSM Manage Instances, et une fois qu'elle est disponible, on va pousser des commandes SSM pour vérifier justement que tous les logiciels ont été installés, que tous les fichiers de conf sont présents sur l'image et qu'ils ont bien la bonne version correspondant à ce qu'on vient de construire. Si l'avantage de cette fonction, c'est que ça gère les cas d'erreur. C'est-à-dire que si cette fonction ne retourne jamais le timeout ou qu'elle retourne une erreur d'exécution ou quoi que ce soit, on peut automatiquement dire à cette fonction que dans ce cas-là, on part toujours vers la fonction de check failed. Si en revanche les checks passent et que tout est bien installé, alors on va procéder à l'étape suivante qui va être de copier l'AMI dans différents comptes. Et c'est là que Step Functions est plutôt intéressant comparé à utiliser Lambda ou CodeBuild, c'est dans les phases d'attente. C'est-à-dire que dans les phases où on doit copier une image vers un autre compte ou vers une autre région, et dans ce cas-là c'est vers d'autres régions, et qu'on a besoin d'attendre que les AMI soient disponibles dans ces autres régions avant d'appliquer des tags ou d'appliquer des launch permissions en l'occurrence pour partager avec d'autres comptes. Vaut mieux utiliser cette fonction pour les étapes d'attente puisqu'on est bilé au nombre de transitions et pas du tout au nombre au temps qu'on passe dans ce service. Alors que dans Lambda, si on doit attendre 20 minutes, typiquement une Lambda ça expire au bout de 5 minutes grand max, du coup là on est un peu donc on attend que l'image soit disponible, et ensuite on va la partager avec les différents comptes et on va publier un événement. Donc c'est le même événement qui était dans la slide précédente, la sortie de Step Functions. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, on va appeler, tout n'est pas détaillé ici, mais à chaque fois qu'il y a une erreur, on va envoyer des notifications
aux bonnes personnes pour que les actions soient prises correctement. Une fois qu'on a publié cet événement CloudWatch, ce qu'on peut faire, c'est donné à titre d'exemple ici, ce qu'on peut faire, c'est dans un autre compte par exemple, via le CloudWatch Event Bus, récupérer un événement dans un autre compte et ensuite lancer des actions dans ce compte-là. Typiquement dans un compte de développement où on développe des applicatifs et on veut se garantir que ces applications sont toujours installées sur la dernière version d'image qu'on a créée. On peut exécuter un nouveau build depuis l'événement. Et à partir de ce build, on va reconstruire une nouvelle image spécifique à cette application, et réinstaller toutes nos applications et créer une Golden AMI dans ce compte de développement, qui pourra ensuite passer dans différents comptes, dans différents états, que ce soit développement, staging, production, etc. Voilà. Donc je disais qu'un des autres prérequis, c'était le cycle de vie. Donc pour gérer le cycle de vie, on utilise beaucoup les plannings CloudWatch. Donc ça nous permet d'exécuter des fonctions lambda d'un intervalle régulier. Donc on a deux fonctions lambda qui sont exécutées de façon journalière, quotidienne. Donc on a une première lambda qui fait de la dépréciation d'images, c'est-à-dire que si on va regarder toutes les images qu'on a pour un OS donné, et si on en a plus de deux, toutes les plus anciennes vont être marquées comme étant dépréciées, et on va ajouter un tag d'expiration qui dira que la lambda, que l'image est dépréciée et qu'elle sera complètement nettoyée au bout de 30 jours, par exemple. Donc l'image est marquée, et ensuite il y a une autre lambda qui est exécutée, et si le tag d'expiration est dépassé au moment de l'exécution, alors on va venir supprimer la MI et supprimer les snapshots associés. Une autre chose qui se passe pour justement que ce tag de dépréciation soit utile, c'est que à chaque fois qu'une instance est lancée avec une image qui est dépréciée, il faut notifier l'utilisateur que l'image qu'il utilise est dépréciée, de façon à ce qu'il puisse basculer tous ces instances ou ces launch configuration pour ces auto-scaling groups sur des images à jour. Donc ça, typiquement, on le fait aussi via CloudWatch et des topics SNS. Donc on envoie un mail à la personne qui a créé l'instance ou la launch configuration. Ok. Donc là, je vais passer à la partie contrôle de conformité. Est-ce que déjà il y a des questions peut-être sur la partie pipeline là, dont je viens de parler? Ouais, monsieur. Ah, pardon. Ah, je suis désolé. Ça dépend vraiment. Dans le cas, alors, il y a plusieurs cas. Si c'est juste pour faire de l'hardening d'OS qui doit être utilisé dans d'autres comptes, on peut mettre cette factory dans un compte central et ensuite partager les AMI ailleurs. Après, pour tout ce qui est spécifique à une application, si le client veut avoir des comptes qui sont séparés en fonction des équipes de développement pour des applications données, alors dans ce cas-là, on peut avoir des pipelines par compte de développement. Donc c'est typiquement cette pipeline là qui va faire des trucs très spécifiques à une application. Ça, typiquement c'est par compte. Et par contre, la factory pour les images durcies, ça c'est global. D'autres questions avant que je continue? Non, alors, on y va. Donc là je vais vous présenter la partie contrôle de conformité avec Amazon Inspector. Donc, Inspector, c'est un système qui permet de faire du contrôle de conformité, de la vérification de sécurité sur des instances EC2. Donc il y a plein de rule packages qui sont prédéfinis par AWS. Ça peut être par exemple des CVE. Donc on a toutes les CVE qui sont disponibles et avec lesquelles on va pouvoir vérifier que tout ce qui est installé sur l'instance, aucun des paquets n'est justement n'a une version qui contient une CVE. Il y a d'autres règles comme typiquement vérifier que certains ports sont fermés, que l'utilisateur SSH peut pas se connecter en route, ce genre de choses.
Ça supporte Linux et Windows. Et enfin, c'est basé sur un agent qui doit être installé sur les instances. Alors, je vais vous montrer comment on intègre tout ça avec la fabrique d'AMI dont je viens de parler. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a, on va aller de droite à gauche cette fois-ci. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des événements CloudWatch qui vont répondre. Celui du bas va répondre à la création d'une nouvelle image. Donc, quand une nouvelle image est créée, on va démarrer une lambda pour démarrer une instance EC2 avec cette image. Lambda, on l'utilise pour récupérer des paramètres sur SSM avant de lancer l'image. Typiquement, les paramètres, c'est des paramètres en rapport avec les différents outils configurés dans Amazon Inspector. Si ça parle à certaines personnes, assessment template, assessment target, ce genre de choses. Donc on va récupérer des tags qu'on doit appliquer sur les instances en résumé pour que Inspector sache quel template utiliser pour faire son contrôle. Donc l'instance va démarrer, va installer un agent et ensuite va démarrer un assessment. Donc là, Inspector va démarrer l'assessment et va demander des télémétries à l'agent qui est installé sur l'instance. Donc l'agent lui va mesurer des choses qui se passent sur l'instance, donc il va mesurer le trafic réseau, il va regarder tous les logiciels qui sont installés, les versions de kernel, ce genre de choses, et il va comparer ça à la liste des règles qu'on lui a dit de regarder. Et il va faire ça pendant un certain temps, prédéfini dans les assessment templates. Et une fois qu'il a fini, il va en gros analyser toutes les télémétries, toutes les mesures remontées par l'agent, et il va en faire un rapport qu'on va pouvoir ensuite envoyer via SNS. Et donc la lambda derrière va récupérer ce rapport, en gros on récupère juste un ARN via SNS, donc on récupère le rapport dans la lambda, on le formate de façon à ce qu'il puisse être envoyé par email, et au passage, on n'oublie pas de terminer l'instance qui a été créée pour cet assessment. Une autre chose qu'on souhaite faire aussi, c'est que nos images dans la factory ne sont pas forcément construites de manière très régulière. Que peut-être qu'une fois qu'on a notre première phase de ramp-up où on va vraiment définir tous les besoins de durcissement qu'on a sur la MI, après cette phase, on va pas vraiment en construire de nouvelles tous les jours ou plusieurs fois par jour. Ça risque d'être peut-être une fois par semaine ou peut-être une fois par mois ou encore sur de plus longues durées. Et donc ce qu'on a besoin, c'est d'être sûr que les AMI qu'on a déjà publiés, qui sont déjà utilisés par les développeurs, sont toujours sécurisés et conformes aux règles dont on a besoin, surtout si des nouvelles CVE ont été publiées entre-temps. Donc pour ça, on a un planning CloudWatch qui vient exécuter exactement la même pipeline de façon régulière pour être sûr que les AMI qu'on a sont vraiment sécurisés. Et ce qu'on peut faire derrière, c'est que si on se rend compte que nos AMI ne sont plus sécurisés, on peut toujours derrière mettre un event CloudWatch et relancer la factory qui était au-dessus. Ça dépend des besoins, ça dépend des cas d'usage. C'est pas forcément recommandé d'appliquer des patchs non vérifiés de manière automatique. Voilà. Donc si vous voulez plus d'infos sur cette partie contrôle de conformité, il y a un blog post sur le blog CloudReach. Donc j'en ai fait deux, un en anglais, un en français. Je vous recommande celui en anglais puisque les noms des services sont en anglais et c'est un peu plus facile à suivre si vous voulez mon avis. Voilà, donc j'ai à peu près terminé. On va juste conclure. On a suite à ce processus une fabrique d'AMI qui est complètement fonctionnelle, où il y a très peu de maintenance au final, puisque tout est automatisé et surtout on a des notifications à toutes les étapes qui n'étaient pas forcément affichées sur les diagrammes, mais à toutes les étapes, si jamais il y a un échec ou quelque chose, c'est notifié aux admins. On peut facilement débugger les différentes étapes puisque tout est logué dans CloudWatch logs. On a un cycle de vie qui est géré dans la MI Factory, et enfin on peut faire du contrôle de conformité de façon régulière, et surtout on peut faire du patching si on automatise le processus. Quelques petites choses dont j'ai déjà parlé sur la partie un peu choses auxquelles il faut faire attention. Évitez de passer du temps dans des étapes que vous avez besoin d'attendre dans Lambda, Code Build, tous ces services en fait où vous êtes billé à la minute ou à la seconde ou autre, parce que de toute façon vous allez payer pour ce temps d'attente. Préférez utiliser des événements CloudWatch
ou step functions quand c'est pas possible d'utiliser des événements CloudWatch. Typiquement, sur AWS, la raison pour laquelle on utilise step function, c'est que il n'y a pas d'événement sur quand une image devient disponible. Donc on est obligé de faire du polling de façon asynchrone. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'être restés jusqu'ici. Je crois que les pizzas sont arrivées. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Ça marche, ça marche. Ah, voilà, ça marche. Merci beaucoup pour ça, cette présentation. Donc, il n'y a pas de questions pour Jawad ou pour Nicolas d'ailleurs. Sinon, il y a la pizza, vous pouvez les parler, ils vont rester là. Vous voulez juste... Ah, il y a une question, excusez-moi. Ouais. Est-ce que tu as des idées à justement la passer live sur de autres instances? Ouais, typiquement, ça n'a pas été intégré dans cette solution, mais on pourrait mettre à jour. Enfin, on a tout fait. Sur ce compte-là, tout était fait à base d'autoscaling group. Donc, on pourrait imaginer un système automatisé qui vient mettre à jour des launch configuration et qui décommissionne les anciens à la volée. Ce serait quelque chose de possible, par exemple.